Après les réjouissances, j'ai envie de dire, on va passer un peu à nos cartons rouges, un peu à nos mécontentements, à nos coups de gueule même, parce que je pense qu'il va y avoir du coup de gueule et il va y avoir du débat dans cette rubrique de l'émission, parce que quand je vois la liste là que j'ai sous mes yeux, que vous m'avez transmis tous les trois, enfin vos choix en tout cas, je pense qu'on va quand même assez rigoler et surtout assez critiquer les athlètes qui n'ont pas eu du tout de mérite. On va commencer par Étienne. Alors là, c'est même surprenant. J'ai envie de te dire, puisque quand on en parlait quand on préparait l'émission, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai beaucoup cherché, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait râler, puisqu'il paraît que je suis un grand râleur. Mais très brièvement, l'attitude des adversaires je confirme, tu es un grand râleur. Voilà. L'attitude des adversaires de Teddy Riner pendant les combats aux Jeux Olympiques de Londres, c'était une parodie de sport, quoi. Il n'y avait pas de judo, il y avait des mecs debout qui attendaient la fin des 5 minutes en se disant que peut-être sur un malentendu ça peut passer. Enfin voilà. Ils attendaient peut-être qu'ils se blessent. Peut-être. Comment t'expliques ça? Mais quelle alternative? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Le gars, c'est le maître incontesté. Il est 5 fois champion du monde de rang. Il est invincible. C'est les Jeux Olympiques. Ils savent qu'au moindre risque, au moindre faux pas, ils vont se faire prendre tout de suite. Quitte à tomber, je veux dire, c'est des mecs qui font 130, 150, plus que ça, encore 150 kilos. Non, là, c'est des sumos, là, à ce point-là. C'est oui, plus des judokas. Non, Teddy fait 135 pendant ses périodes de compétition. Mais quelle alternative? C'est ça qu'il faut voir. S'ils tombent, ma foi. Ils prennent Nippon, voilà, ils en prennent rien dans leur quartier. Voilà, tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans, les JO. Justement, un peu de panache, au contraire, ils se préparent pendant plusieurs années. Ils se disent, c'est bête pour une faute d'inattention où ils savent qu'ils vont se faire prendre par Nippon tout de suite. Et c'est encore pire. Vaut mieux apprendre, vaut mieux gagner. Non, à leur place, on gagnerait du temps. On irait peut-être le pousser à la faute, peut-être gagner à la moulinette. Mais en tout cas, c'est de la lucidité. Gagner à la moulinette, ça, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, parce qu'il y a du refus de combat aussi. Mais alors, dans ce cas-là, ils se disent, bon, on va essayer pendant 3-4 minutes de l'endormir, et puis on lui fera un petit truc surprenant à la fin. Mais même pas. Ils n'ont même pas tenté une surprise. Si au bout de 3 minutes 30, 4 minutes, tu vois que le mec, tu n'as pas réussi à le bouger, qu'il est invincible, comme tu l'as dit, je sais pas, t'essayes un truc, tu te dis pas, en plus, j'ai 2 pénalités. Et puis la théorie du mec invincible, la théorie du mec invincible, moi j'y crois pas non plus. Évidemment que c'est un monstre, évidemment que c'est le numéro 1 incontesté, évidemment que c'est un athlète et un champion incroyable, mais le mec n'est pas indestructible. Jamais je pourrais croire ça. Bien sûr. Voilà. Mais ils savent que techniquement ils pouvaient pas l'avoir. Est-ce qu'on renverse pas le problème en disant tout simplement que Teddy Riner était au top et qu'il méritait ce titre olympique, qu'il devait l'avoir, qu'il l'a eu. Peu importe. Là, il monte pas sur le tapis. Non, mais le problème aussi, c'est que tu as l'impression que toutes les instances de judo international attendaient ça, quoi. C'est-à-dire que même tous les médias qui commentaient les matchs pensaient qu'à Teddy Riner, quoi. T'avais pas un seul combattant qui était mis en avant. Ça aurait dû leur mettre la rage. Qui est capable de citer le podium de cette catégorie? Personne. Puisque t'as Teddy Riner qui écrase tout. Il écrase tout. Il écrase tout simplement. Alors après, tu as une domination. Il y en a eu des dominations dans d'autres sports comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est bien plus exacerbé que ce qu'on a pu voir, par exemple, quand Roger Federer dominait le tennis mondial il y a 6-7 ans. Les joueurs abandonnaient pas à 3-0 au premier set. Ils prenaient 6-2, 6-2, mais ils faisaient leur match. Ils tentaient des choses. Exactement. Et alors vous êtes sévère avec les Bulgares et Hongrois qui se sont entraînés 4 ans à plus de 120 kilos pour essayer de combattre Teddy Riner, mais tout simplement ils n'avaient pas les armes. Ça n'empêche que je n'irai pas mesurer à eux, clairement. C'est vrai, ça devient vite dangereux. Et alors c'est vrai que Riner est indestructible. Et de l'indestructible aux experts, il y a presque un pas, j'ai envie de dire, parce qu'au niveau du palmarès, c'est presque pareil. Mais Johan, je crois que là tu vas pousser un grand coup de gueule. Pour moi, les handballeurs français sont dans la catégorie flop de cette année et non pas dans les tops, même s'ils auraient pu y être. Pour moi, les handballeurs français ont déconné. On va pas revenir sur l'affaire. Il y a Étienne qui hoche la tête déjà. On va voir ça tranquillement dans quelques secondes. Mais pour moi, le carton rouge, il va au hand français, ou en tout cas, il est partagé avec le public français. Je vais m'expliquer. Le hand français, donc pour moi, l'amateurisme de cette affaire de Paris truqué, j'en reviens toujours pas. L'amateurisme de demander à sa copine d'aller parier sur un match dans lequel on va jouer ou en tout cas on est concerné. Voilà, on peut pas laisser passer ça. On peut pas se dire que c'est une erreur de jeunesse, etc. C'est une énorme erreur professionnelle. Mais au-delà de ça, cette affaire pour moi a symbolisé quand même aussi la rage du public et le fait qu'on puisse brûler ce qu'on a aimé 2 semaines avant, quoi. Le public français a adulé ces champions olympiques qui montent sur le podium façon Usain Bolt. 2 semaines plus tard, ils se font pincer dans cette histoire qui a eu lieu plusieurs mois avant. Entre-temps, ils explosent un studio.
Ils explosent un studio. Exact. On reviendra pas là-dessus. Il y avait quelques verres dans l'histoire, donc on reviendra pas là-dessus. Chacun a fait des conneries avec quelques verres dans le nez. Pas moi. Mais non, j'en doute pas. Mais là, voilà, le public français aussi, c'est carton rouge, c'est déferlement médiatique. Tout le monde est tombé sur les frères Karabatic notamment, alors que 2 semaines avant, c'était les dieux du stade, les dieux vivants. Donc il y a aussi. Surtout que maintenant ils sont revenus dans l'anonymat. C'est ça qu'il faut Et préciser. maintenant ils sont de retour. Ils jouent à Montpellier. Le mec revient à Montpellier. Le petit s'est fait virer. Non, non. Ils ont tassé l'affaire, mais le petit s'est fait virer. Il joue à Aix. Nicolas revient à Montpellier comme si de rien n'était. Moi, je trouve ça juste scandaleux. Il y a un moment où il faut Après, arrêter. Il n'a pas été condamné non plus. Non, mais attends, les footballeurs de l'équipe de France, parce que moi je vais en parler après. Les footballeurs de l'équipe de France, ils font la même chose. Eh ben, ils sont suspendus pendant 2 ans. Là, Nicolas Karabatic, pas la même chose. Ils ont même fait beaucoup moins. Ouais, ils ont fait beaucoup sortie moins. en bois. À un moment donné, il faut quand même être juste dans les décisions, quoi, tu vois. Et l'affaire, elle est étouffée. Le mec revient. Selon Michael Guigou dans un article de l'équipe il y a quelques semaines, le mec ne s'excuse pas devant le groupe. Enfin, il y a un moment, stop, quoi. Il faut arrêter les conneries, tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que j'étais pas d'accord tout à l'heure avec le Yann. C'est, à mon avis, pas le hand français qui mérite un rouge, mais non, les joueurs. Bien sûr, c'est pas les éducateurs qui ont fait que les experts. Et même une bonne partie de l'équipe des experts qui n'étaient pas dans le coup. Les frères Gilles n'étaient pas dans le coup. Dinard n'était pas dedans. Enfin, je veux dire, mais pour moi, ternir cette image-là, c'est bête, quoi. Alors qu'il y a une domination mondiale, venir ternir cette image-là par une erreur. C'est vraiment dommage. Je sens que tu as le crève-cœur quand même un petit peu de ta passion du handball. Je vais me tourner maintenant vers Julien parce que là, il y a sûrement une petite découverte pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Ouais, je vais un petit peu plomber l'ambiance, mais voilà, ça reste quand même dans le carton rouge. C'est la condamnation de Régis de Camaret. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. L'entraîneur violeur, voilà, comme tu dis, de Nathalie Tauziat notamment, mais aussi et surtout d'Isabelle Demongeot, qui était la numéro 2 française du tennis dans les années 80. Voilà, il a écopé de 8 ans de prison pour viol et tentative de viol sur mineur. Voilà, c'est proprement scandaleux. Là, j'espère qu'il n'y aura pas de débat là-dessus. Il y a eu 26 témoins qui ont défilé à la barre pendant le procès. Et Nathalie Tauziat qui l'a soutenu jusqu'au bout. Nathalie Tauziat qui l'a soutenu et qui s'est fait virer gentiment par la fédération de tennis pour ses propos. Ça me paraît mérité. Comment t'expliques qu'une affaire comme ça surgisse autant d'années après? C'est ça qui est incroyable. Ça a été un des problèmes, puisque justement pendant le procès, l'un des soucis, c'est que sur les 26 témoins qui ont défilé, il n'y en a que 2 qui ont pu être véritablement entendus, puisque sinon les faits étaient prescrits. Puisque c'était c'était quand ces choses-là avaient 12-13 ans dans leur académie à Aix-en-Provence. Et elles se sont fait abuser. Moi, je me souviens d'un article dans l'équipe de Franck Ramella, qui était l'envoyé là-bas à Lyon pour le procès, qui racontait comment ça s'est passé. Enfin, les détails donnés par les témoins, ça faisait vraiment froid dans le dos. Aller lire ça dans l'équipe, moi, j'avais vraiment pas l'habitude. Je m'en souviens encore, je m'en souviendrai longtemps du témoignage d'Isabelle Demongeot notamment. Je reviendrai pas là-dessus ici, mais voilà, Régis de Camaret prend 8 ans, il a 70 ans. Il va mourir en prison. J'espère qu'on le reverra pas, parce que vraiment, ça ternit l'image du tennis, c'est pas mérité pour ce sport que j'adore plus que tout. Qu'on adore évidemment plus que tout. Et voilà, je voulais pousser mon petit queue de gueule ici, mais bon. Coup de gueule, c'est mieux. J'ai dit quoi? Je ne répéterai pas le premier mot. Qu'est-ce que j'ai dit? Coup de gueule. Voilà, sans transition, Régis de Camaret. Exactement. Et écoutez, moi, je vais finir cette rubrique coup de gueule par un vrai coup de gueule, parce que j'en ai assez. Tout simplement, il y en a assez de l'équipe de France de football. Tu veux qu'on arrête de jouer les matchs de l'équipe de France de foot? Non, c'est pas ça. C'est juste que jusqu'à un certain temps, en fin de compte, jusqu'à la prise de pouvoir vraiment de Deschamps. Quand j'entends prise de pouvoir, c'est pas nomination. C'est bien après. Le comportement de certains joueurs à l'Euro, pour ne pas les citer, Samir Nasri. Le comportement des espoirs. C'est quand avec toujours le même dans le coup, Yann M'Vila, avec Yann M'Vila qui selon les médias il y a quelques mois était le prodige du milieu de terrain français. Il y a peut-être un moment où il faut arrêter d'encenser les joueurs qui font 3 bons matchs. Je crois tout simplement que l'équipe de France se rachète un comportement depuis quelques semaines, puisque Deschamps, la Dèche, met vraiment sa patte sur le groupe bleu que j'ai suivi moi à Clairefontaine avant le match amical contre le Japon, et tu sens qu'il y a un changement, tu sens qu'il y a un vrai état d'esprit qui est en train de se créer. Mais qu'est-ce que ça a été long, les gars, qu'est-ce que ça a été long depuis 2006. Enfin, il y a un moment où certes il faut tourner la page, je suis le premier à le dire, on n'est pas là pour faire des articles sur le passé des années et des années, il y a 6 ans, mais voilà, stop maintenant, faut arrêter. Je trouve que
en plus, la comparaison des sanctions entre les seniors A et les espoirs est juste débile. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est débile, quoi. Faut arrêter. Les espoirs, ils ruinent une chance de qualification à la veille d'un match capital. 3 jours avant. 3 jours avant. 3 jours avant, certes, mais bon. Non, mais c'est même le principe. C'est même s'il n'y a pas eu de conséquences physiques peut-être sur leur performance du mardi, c'est une honte. On ne quitte pas un regroupement d'une équipe nationale qu'on représente. Ça fait des années que les joueurs de foot professionnels sortent en boîte tous les samedis. Mais tu prends pas un taxi pour aller jusqu'à Paris dans la nuit. Ça d'accord. Mais c'est quand même le symbole que les footballeurs français, quel que soit leur niveau, à partir du moment où ils ont 17 ans, ils arrivent en centre de formation, ils vivent dans un autre monde. 13 ans, c'est avant. 13 ans, bien avant. Là, après, c'est un autre débat, parce que là, tu rentres dans le débat de tout le système du football français. C'est pas un autre débat. Pour moi, c'est pas un autre débat. Voilà, ils n'ont pas pu s'amuser pendant leur jeunesse, ils ont été enfermés, ils ont été cloîtrés, on leur a mis un ballon dans les pattes pendant des années, plusieurs heures par jour. Ils sont malheureux. Je crois pas qu'ils soient malheureux. Je crois pas qu'ils soient malheureux. C'est pas le malheur. C'est qu'ils suivent plus les cours. Ils savent même pas qui c'est le Premier ministre français. Ouais, ça c'est hallucinant. Ils n'ont pas les codes de la société. Enfin, ils n'ont pas les mêmes codes sociétaux. Dès qu'ils ont une once de liberté, ils en profitent. Et comment leur en vouloir là-dessus? Mais c'est tout un système qu'il faut avoir. C'est pas un autre débat. C'est le vrai débat. Les centres de formation, c'est le débat. Et je reste persuadé que les sportifs en général et les footballeurs encore plus n'ont pas devoir d'exemplarité au niveau de la société française. Alors, bon, c'est vrai que c'est quand même toujours mieux quand ils se comportent bien. C'est toujours mieux quand ils se comportent bien, mais ça reste des sportifs. Non, je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord parce que je fais partie des nombreux gens, je pense, qui se construisent. Enfin, moi, je me suis construit en tout cas dans mon adolescence, dans mon enfance, avec les exploits sportifs que je vois à la télé. Notamment cette finale de la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, tout ce que tu veux, Roland Garros. Et si j'avais vu en 98, en 2000, des joueurs de foot faire n'importe quoi, tirer la tronche, partir au vestiaire dès qu'ils se font remplacer, gueuler contre l'arbitre, etc., comme on le voit aujourd'hui, et se comporter comme des gamins pourri gâtés comme je le vois aujourd'hui, eh ben peut-être qu'aujourd'hui je regarderais plus le foot et je serais pas fan de foot et je regarderais pas 3 matchs de foot par semaine. Et il y avait sans doute, il n'y avait pas que des anges en 98. Je dis pas qu'avec des anges, mais tu peux pas dire qu'ils se comportaient comme aujourd'hui. Franchement. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une génération un peu plus... Ah, donc tu parles de génération, là, ça y est. Peut-être. Là, sur le coup, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a un devoir d'exemplarité auprès des gamins. Il suffit d'aller voir dans une école de foot pas loin d'ici, tu demandes à l'éducateur qu'est-ce qui a changé en 10 ans, il te dira que les gamins sont beaucoup plus rebelles, que les gamins s'approprient le coup de boule de Zidane, s'approprient le mec. Pourquoi je vais serrer la main à mon copain qui me remplace si Mvila, il le fait pas? Tous les dimanches, tu vois des mecs simuler dans des matchs amateurs, quoi. Des gamins. Pas que simuler. Non, mais je prends un exemple. Des gamins de 13 ans le dimanche matin qui simulent parce qu'ils ont vu leur joueur préféré faire la même chose la veille. Je suis d'accord pour dire que c'est regrettable, mais est-ce que pour autant un joueur de foot qui passe à la télé doit forcément être exemplaire? Ça reste un être humain, il a sans doute des faiblesses, des forces. Bah voilà, on a une génération qui est moins bonne que celle d'avant au niveau de son comportement. De France, on va juste passer au moment à cocher en 2013, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission.